m'appelle Roland Hiol, H-I-O-2-L-E. Tu fais comme si j'existais pas. Je suis né à Wany, donc ici on est à Wany, et je suis né le 7 février 1930. Donc j'ai 85 ans. Alors comment j'ai commencé le judo? J'ai commencé le judo en allant faire mon service militaire dans la marine à Toulon. Mais dans un club privé, pas un club militaire, un club privé. Avec Maître Houder, qui est actuellement, je crois, au 8e dan. Hein Hervé? Ouais. Alors, avec Houder, j'ai passé ma ceinture orange, blanc, jaune, orange. Hein, et après, je suis revenu à Wany, après mon service militaire, donc en 1951. Là, je me suis inscrit à Carvin, parce que des clubs de judo, on n'avait pas des masses. Hein. Alors là, j'ai continué à faire le judo avec Maître Carlin, qui était 2e dan à l'époque. Hein, et j'ai passé mes ceintures vertes, bleues, marron, noires, tout ça. Donc, une fois que j'ai été ceinture noire, j'ai un copain qui habitait Wany aussi, il s'appelle Capon, Théo, et qui est venu me trouver, et puis il m'a dit, bah Roland, on ne montrait pas un club de judo à Wany. Bah, je dis, ouais, pas de problème. Hein. Donc, en février 58, on a débuté le judo à Wany. Alors on avait comme salle, une salle d'autobus, mais on mettait qu'un autobus, hein. Attention, je ne sais pas une salle où on pouvait mettre 50 autobus, hein. Un autobus. Alors, pas d'eau, pas d'électricité, enfin si l'électricité on avait, mais pas d'eau, pas de vestiaire, rien qu'un tapis. Alors un tapis à l'époque, c'était pas des tatamis comme maintenant. Hein. C'était une bâche de 4 mètres sur 5, avec de la cellule en dessous, puis des chevrons, tu vois, avec des sortes d'offres tout autour. Et mon père m'avait confectionné avec une barre un rideau en plastique pour que bon, les garçons se déshabillaient, après j'étais les filles, enfin inversa. Et on a débuté comme ça dans une petite salle. Et 3 ans après, j'avais déjà formé 3 ceintures noires. Alors l'examen que j'ai eu pour passer professeur, ça s'est fait à Wany à l'époque, avec Gérard Seguin et M. Romont. Ils sont venus dans la salle, puis ils ont dit, ben, M. Hiol, vous faites un cours de judo. Hein. Alors j'ai fait un cours de judo, hein, et puis ils m'ont présenté j'ai présenté plutôt le comité de Wany. Alors j'ai eu la chance d'avoir dans mon comité tout le corps médical de Wany. C'est ce qui m'a fait du bien, parce que les gens ils ont dit si, parce que le judo on ne connaissait pas. Alors les gens ils ont dit qu'est-ce que c'est de ça? Enfin, si on a entrepris ça avec ces gens-là, ça doit être du sérieux. Hein. J'avais le chirurgien Bertrand, le docteur Chevalon, un chirurgien dentiste, un pharmacien, enfin tu vois, hein. Alors tous ces gens-là, à l'époque, je ne le savais pas, mais ils faisaient partie du Lions Club, hein, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Donc ça m'a fait du bien. Hein. Alors ensuite, ma salle s'est avérée trop petite. Alors j'ai changé de salle, une un peu plus grande, qui est toujours à Wany. Hein. L'inconvénient, c'est qu'en plein milieu de la salle, il y avait une pilasse. Hein. Et à l'époque, faux plafond, il était en contreplaqué. Et naturellement, il y a eu l'histoire de, comment on appelle ça, où on faisait des balles, le 5-7 qui avait pris feu. Et ouais, il s'est avéré qu'à ce moment-là, les pompiers ont mis leur nez partout. Et la salle n'était pas en sécurité. Le faux plafond était en contreplaqué, les murs, il n'y avait rien de bon. Hein. Et puis la sciure, hein, la bâche et tout ça. Hein. Alors j'ai eu la chance que parmi mon comité, il y avait un cultivateur, il est passé maire de la commune de Wany. Alors, il m'a trouvé un planning au LEP, derrière les écoles, là, pour que je puisse fonctionner. Mais là, il fallait monter, démonter le tapis à chaque séance, tu vois le problème. Hein. Alors après, on avait quand même fait un petit bénéfice, et on s'est acheté des tatamis japonais en paille pressée, là, tu vois. Là, ouais. Hein. Donc, c'était déjà mieux. Hein. Alors comme je travaillais au chemin de fer, j'étais mécanicien sur locomotive pour les mines. Hein, pour les mines. Je me suis mis des chevrons tout le tour sur le périmètre de la salle, et après j'ai mis des rails en travers, un faux plancher, tu vois, parce que j'avais pris l'idée venait de l'homme. À chaque fois que je faisais des combats, pour passer un grade, tout ça, ça se passait à l'homme, et eux ils avaient mis des pneus.
tous des pneus côte à côte, puis après ils avaient fait leur faux plancher dessus, puis c'était assez souple. Hein. Alors j'ai dit, bah tiens, avec des roches et de l'acier, c'est flexible, hein, on va pouvoir faire ça. Alors une chose que je tiens à signaler, c'est que à l'époque, tous les sports étaient rattachés aux houlières. Si vous ne faisiez pas partie des houlières, tu ne pouvais rien faire. Alors j'étais la seule société privée à Wany, avec le judo, qui fonctionnait. Alors j'avais tout le monde sur le dos. Mais avec un comité comme j'avais, Bien sûr. ça a marché. Alors tout de suite après le LEP, j'ai toujours progressé, j'étais arrivé à peu près à une bonne centaine d'élèves. J'ai eu l'occasion d'aller voir Monsieur Duflo, que tu as bien connu. Oui. Hein? Et Monsieur Duflo, lui, il faisait Aikido. Oui. Alors il m'a dit, écoute Roland, Allez, tu m'apprends le judo, moi je t'apprends l'aïkido. Alors ça s'est fait comme ça, on allait à la maison de la Lotte, mais M. Duflo, lui, avait encore un ami qui s'appelait Skodzinski, hein, Jean-Pierre, je crois, Oui. et lui faisait karaté. Alors on était à 3, j'allais suivre des cours de karaté chez Skodzinski, j'allais chez M. Duflo apprendre le judo, et lui, il venait à Wany pour apprendre le judo. Voilà, alors tu vois, c'est là que... Mais je continuais toujours le judo, hein, ça y est, c'était un plus. Puis après, j'ai eu ma renommée dans les journaux, on parlait de moi, quand je formais une ceinture noire, on en parlait. Et il s'est fait qu'il y a des municipalités comme Courcelles, Courrières. Donc ça, c'est l'époque où tu as commencé à créer des clubs un petit peu dans la région Hénin, enfin tout au moins dans la région, disons, Hénin, Carvin, Lens et tout ça. Parce que uniquement dans le Pas-de-Calais. Hein. Ouais, bien sûr. Uniquement dans le Pas-de-Calais. Et puis forcément, c'est donc là, si je peux me permettre de te couper, vas-y. Là tu as créé les clubs de... Alors, Courcelles, Courrières, Évan-Malmaison, qu'est-ce qu'il y avait encore Évan-Malmaison, je l'ai dit. Seclin, j'avais monté une section avec un élève qui était passé ceinture noire, je lui ai donné un coup de main pour monter un club à Seclin. Comment Dourges, non. Il y avait Rouvroy, parce que moi je sais que mon professeur était Lui, dans l'intervalle, on s'était rencontrés dans des combats, et il était très fort au sol. Hein. Alors, moi je faisais 67 kilos à l'époque. Hein. Et une chose qu'il faut signaler aussi, c'est que tous mes combats à l'époque, sauf le 3e dan, il n'y avait pas de catégorie de poids. Tu vois, je pouvais tomber dans une poule avec un gars qui faisait 110 kilos. Hein. Hein, ça aussi. Et le temps des combats était vraiment différent de maintenant. C'était 2 points, 2 minutes. Et je trouvais que c'était bien, même si on le refaisait maintenant, je mettrais mon veto pour que ça prenne, parce que en faisant 2 points, 2 minutes, ça permet, en étant fort, d'être surpris par un mouvement, hein, pof, te dégage. Il y a un hippon. Maintenant, il y a un hippon, c'est terminé. Tandis que là, si vraiment tu étais plus fort, tu avais la possibilité de faire 2 à 1. Rattraper le point. Tu vois, ça c'était important. D'accord. Hein, alors maintenant, il y a un hippon chez toi, on n'en parle plus. Hein. Alors j'ai fait connaissance de ton professeur, Bruno Janowski. Ouais. Alors lui, il venait, hein, et puis on travaillait au sol. J'ai jamais pu le tenir en Ushiro Kesakatabe. Je ne sais pas comment, il y a un vrai verre. Très très souple, très souple. Ouais. Donc en fin de compte, tu as créé des différents clubs dans la région et tout. Oui. Et puis, tu as souligné un point qui était quand même important, c'est la relation que tu avais par rapport aux mines. Ouais. Aux mines. Parce qu'on est dans un secteur minier quand même tout à fait. très important ici. Hein, Wany, d'abord il y avait à l'époque c'était les grands bureaux de Wany, on disait tout ça, Courrières, Wany. Et puis, donc à l'époque, créer un club de judo, alors quand tu dis privé, ça ne veut pas dire privé au sens personnel, ça veut dire privé parce que tu ne faisais pas partie des mines, d'un groupement. D'un groupement. Donc à à l'époque, c'était quelque chose déjà de difficile parce que quand on savait que les mines chapeautaient pratiquement toutes les activités sportives, te lancer dans une activité personnelle, dans le judo qui n'était pas développée, il fallait quand même avoir du caractère, il fallait quand même avoir la volonté de le faire. J'ai une anecdote aussi à raconter. Faisant partie des mines,
on aurait pu dire, monsieur Yol, est-ce que vous voulez faire partie de faire du judo, mais pour les mines? Eh ben tu sais ce qui s'est passé? Un beau jour, les mines sortaient un journal tous les mois, puis je vois sur le journal, les personnes désireuses de faire du judo sont priées de s'inscrire auprès de monsieur Legrain, Lefebvre et Aloua. Tu sais, c'était des moniteurs d'athlétisme, basket et tout ça, aux mines. Ben, j'ai dit, qui c'est qui va faire du judo? Je connaissais personne qui pouvait faire du judo là, aux mines. Hein. Alors comme je connaissais bien ces messieurs-là, j'étais les trouver, puis je dis à Legrain, c'est à toi qu'il faut s'adresser pour faire du judo? Ben, il dit, t'as fait, il dit, t'es ceinture noire. Je dis, ouais. Ben, il dit, je dis qui lance chat, il dit, je suis ceinture marron. Ah bon? Ben, je dis, te m'inscris comme élève. Alors, il m'a inscrit comme élève, il est au bien portal. Il m'a inscrit comme élève, alors certainement l'autre que tu as vu, bon, bah, il a abandonné. Mais tu vois, pour te dire, en travaillant pour les mines, ils m'ont pas demandé, alors que j'étais ceinture noire, que j'avais monté un club, si je voulais, ça aurait pu se faire. Bien sûr. Ah ben non. Bien sûr. Voilà, je trouve une anecdote supplémentaire, tu vois. Ouais. Donc, il n'a pas dit, Paul, je me coupe 30 secondes, après il y aura des montages, ouais. T'as pas parlé de dans quelle année t'es passé ceinture noire, t'as été arbitré par Oiseau. Ouais, il a fait. Ouais, c'est pour ça que j'allais revenir un petit peu là-dessus, parce que. Puis, bon, ouais. C'est ça là, dans toutes les disciplines. Ouais. Ouais. Oui, disons que quand t'as commencé le judo, bien sûr, t'es passé ceinture noire, t'as eu une vie de compétition, et puis tu m'avais parlé que tu avais rencontré monsieur Oiseau, il y avait l'histoire avec monsieur Kessing, il y a eu l'histoire avec monsieur Houdin, il y avait quand même t'as rencontré des personnages qui maintenant, bon, ils sont un petit peu rentrés dans la mémoire collective du sport des arts martiaux au niveau mondial. Hein, quand on parle de Anton Gessing, quand on parle de monsieur Awazu, monsieur Ishiwabe, donc est-ce que tu pourrais un petit peu nous donner un petit peu des anecdotes, un petit peu sur ce passage de ta vie judoka, parce que malgré tout, ça n'a pas été permis à tout le monde, quoi, disons, de rencontrer ces personnages. Ouais. Donc quand j'ai passé mon premier dan, comment? En 55, ça? Ouais. Quand j'ai passé mon premier dan en 55, là, c'était à Coubertin. Alors à l'époque, comme je t'ai dit, les combats, comment ils étaient organisés. Donc je faisais partie d'une poule de 5. Donc tu avais 4 adversaires à battre. Alors moi, mon spécial, c'était Teotoshi et Okurachibarai. Alors je bats le premier, et puis arbitré par Awazu. Alors le premier, deuxième, troisième, quatrième, je bats les 4. Donc je passe du premier coup. Ben, même ma professeure, à l'époque, j'étais M. Carlin, il faisait la gueule. Pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Parce que avant de me présenter, j'ai vraiment pas une tête qui plaît. Avant de me présenter, il avait présenté des copains en douce, tu sais. Mais après, j'ai fini par le savoir. Alors eux, ils avaient déjà été présentés plusieurs fois, mais ils n'avaient pas le nombre de points. Ils marquaient des points quand ils battaient un gars ou deux, tu vois. Mais ils n'avaient pas la ceinture noire du premier coup. Alors moi, j'étais le seul, ce jour-là, à l'avoir du premier coup, tu vois. Mais lui, il ne voulait pas me présenter. Et tu sais pourquoi? Je le regrette, j'avoue que je le regrette. Hein. Il avait voulu, lui, en tant que deuxième dan, prendre 10 gars en ligne dans une démonstration. J'étais en 8e position et puis je lui fais au Kurachibara, il décolle. Bon, ben c'est tout. Eh ben, les katas, il a fallu que je les apprenne en regardant les autres, parce que moi, il ne me donnait plus du tout de alors là, j'ai encore eu sec aussi, hein, pour passer le reste, tu vois. Et Awazu, Kawashi, je me souviens d'une anecdote qui est marrante. Il avait sorti un gros bouquin sur la self-défense. Alors une fois, on va en stage à Paris, et j'avais quelques élèves qui étaient venus aussi avec moi, tout ça. Et puis il y a un de mes élèves, il dit, ben Roland, il y a un mouvement qu'on n'arrive pas à comprendre dans son bouquin. Il dit, tu veux pas aller lui demander comment il s'y prend pour le faire, ce mouvement-là? Ben, je dis, tu sais, faut approcher Kawashi, il dit, oui, vas-y. Hein. Bon alors, je m'emmène au bord de Kawashi, il est en train de discuter avec quelqu'un, j'attends un petit peu. Et puis d'un seul coup, je dis, maître, s'il vous plaît, je vais vous préparer la page. Hein. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer ça là? Parce que là, je comprends. Alors je prends sur moi, je dis, je comprends pas. J'aurais pu dire chez mes élèves qui ne comprenaient pas. Hein. Remarque que moi, je voyais pas non plus exactement où ils voulaient en venir. Hein. Alors, Kawashi prend un bouquin,
il referme le bouquin. Si vous pas comprendre, c'est lire 100 fois. Oh bon? Alors je reviens avec mes élèves, eux, ils voyaient que je parlais, mais ils ne comprenaient pas, ils étaient trop loin. Alors j'ouvre ce bouquin, puis je dis à mes élèves, voilà, vous n'avez pas compris, ben regardez, c'est lire 100 fois. J'ai une anecdote du grand maître. C'est super, parce que c'est bien le principe, ouais. C'est bien le principe japonais. Ah ouais. Et la deuxième fois que j'y suis allé, là j'étais Saturnin aussi à l'époque, là. Je commençais à avoir des points pour le deuxième dan. Et donc on est tous réunis, tu sais, tous les grands cahiers, De Hert et tout le bazar à l'époque, hein, c'était les champions de France, tout ça. On est tous réunis. Donc M. De Hert était là. Oui, puis Paris. Combien ceinture noire Parisé. France. En De Hert, il était déjà au moins 5e dan à l'époque, là. Hein. Oh là. 5e dan, j'ai pas mou, j'étais au. Hein. Et alors Kawashi était en plein milieu, il faisait son cours. Puis nous, on était là au bord, tu sais, quand t'es jeune comme ça. Hein. Puis là, ce coup, il fait, bon, alors, je voudrais un volontaire pour se faire étrangler. Enfin, j'étais là, je faisais semblant de rien, tu sais, pour me faire dire que j'étais occupé, je ne suis pas volontaire pour me faire étrangler. Hein. Et puis, il y en a certainement un qui a levé son doigt, puis, donc il est venu, il l'a étranglé, puis pour du bon, hein. Le gars, il gesticulait sur le tapis, tout ça, et puis d'un seul coup, il ne bouge plus, et puis, Kawashi fait, bon, première chose, ne pas s'affoler. Première chose. Et l'autre, il est tout là. Les quoi de ça? Pas s'affoler. Ouais. Et puis alors, à l'époque, il n'y avait pas de bouche à bouche et tout. Hein. Alors il y avait comme une méthode chaffaire, c'est pas, tu sais, s'il avait été noyé, il fallait le mettre sur le ventre, si j'étais autre chose, il fallait le mettre sur le dos, puis presser sur les côtes flottantes, tout ça, tu sais, pour essayer de le ranimer. Mais alors, l'autre, il est tout là, il se dit, puis, ne pas s'affoler. Ils l'ont réanimé quand même. Ah ouais, puis après il a fini par quoi dessous, comme tu dis là. Ouais. Hein, je sais pas, il a percuté la 7e vertèbre cervicale, c'est pas pour donner un coup au cœur, j'ai expliqué ça, ouais. Donc Kawashi, à l'époque, tu as pratiquement été sur le tapis en même temps que Kawashi. Ouais. On n'a pas été nombreux, nous, de notre génération, hein, Hervé. Ah ouais. On n'a pas été nombreux à rencontrer M. Kawashi. Et ensuite, tu as connu M. Shiroabe. Un petit peu moins. Ouais, et après, tu as eu cette fameuse rencontre avec Awazu et comment il s'appelle, Anton Gessing. Anton Gessing. Est-ce que tu peux nous raconter si tu as une petite anecdote avec M. Awazu, comment ta rencontre s'est faite avec M. Awazu? La première fois que j'ai rencontré Maître Awazu, c'était par curiosité, parce que du fait que j'étais professeur, si tu veux, il fallait toujours évoluer. Dans les techniques, ça évoluait sans arrêt. Mais alors avec lui, ça a été une catastrophe. Parce que Kawashi, qu'on dise ce qu'on veut de lui, il avait bien jugé le tempérament français. Et il avait fait une méthode en disant, voilà, ça c'est un mouvement de hanche, on va l'appeler premier de hanche. Maintenant, ce deuxième mouvement de hanche, on va l'appeler deuxième de hanche, troisième de hanche. Hein, moi, mon mouvement, il s'appelait premier de bras, hein, Tayotoshi. C'était au premier de bras, un mouvement avec les bras. Hein, et puis tout comme ça. Hein, première immobilisation, deuxième immobilisation. C'était du tonnerre. Mais quand Awazu il s'est amené, lui c'était tout en japonais. Hein. Alors il a fallu apprendre Osotokari, hein, de Hashibara, Isaguro, enfin tout le bazar. Hein. Puis après, en tant que professeur, il fallait pas être bébête, il fallait pas dire à ses élèves ça c'est Osotogari, il fallait savoir dire O, ce que ça voulait dire, Soto-gari. Hein. Au grand, Soto extérieur, Gary fauchage, hein, tu vois, il fallait faire pour les élèves, hein, sans quoi tout le monde apprenait comme ça et puis on ne savait pas ce qu'on voulait. Ouais, cette fameuse méthode Kawashi qui avait apporté ça un petit peu. Avec Awazu. Qui avait apporté ça. Awazu, il a pris la place de Kawashi. Ouais. Et après, alors dans ma carrière, Hervé, il pouvait avoir une dizaine d'années à l'époque. J'ai vu la photo. Et mon ami, chez qui j'apprenais l'aïkido, là, monsieur Alexandre Duflo, fait venir Anton Gessing, champion du monde, qui avait battu les Japonais sur leur terrain au Japon. Alors, ça, c'est une nouvelle. Alors, moi, je ne l'avais jamais vu, et puis monsieur Duflo non plus. Hein. Alors, il me dit comme ça, il dit, on va faire une démonstration, dit Roland. Tu veux venir avec tes meilleurs judokas, puis toi si tu veux aussi, hein, et puis il va certainement prendre une dizaine de ceintures noires
hein, pour faire la démonstration. Je dis ouais, moi je veux bien. Alors je prends mes meilleurs élèves, tout ça. Puis nous voilà arriver là-bas à la démonstration. Alors il prend les 10 Gorlines, là. Alors moi j'avais mis 3 élèves. Il y avait Gérard Junier, je ne sais pas si tu connais. Ouais. Et il a été à un bon moment responsable du club de Courrières avec mon fils Herville. Hein. Et puis il y avait Marcel Herpin, enfin mes meilleurs, et puis moi. Hein. Alors quand ça a été mon tour, Hervé était avec sa mère dans les gradins, il dit à sa mère, on va voir ce que papa il va faire. Ah ouais, tu parles, au bout d'une minute, il me fait un arrêt gaucher. Et Hervé fait, oh papa il chute bien. Ah, c'est une anecdote. Et tu sais combien il avait demandé pour venir faire cette démonstration? 610 000 francs, à l'époque, hein, des francs. Hein. C'est une sacrée somme. Hein. Ah, ouais. Et à l'époque, il avait fait les compétitions, il avait battu Sonnet et Kaminaga. Ouais, tout à fait. Ouais. Et il s'était même permis de tenir pendant son combat contre Kaminaga d'une seule main, et il avait fait signe à l'arbitre qu'il y avait des grands Manitou japonais, là, les 8e et 10e dan, qui donnaient des conseils à Kaminaga. Eh ben, l'arbitre a dû interrompre le combat pendant, je sais pas, quelques secondes, et il a fait signe à celui qui donnait des conseils là, de partir. Et peut-être chez toi un 10e dan, j'en sais rien. Mais l'autre est parti sans moufler. Hein, ah ouais, au Japon, tu sais, comme ça. Ah. Ouais, il y a même une vidéo où on voit quand ils gagnent la compétition, les supporters montent sous le tapis et il leur dit de sortir du tapis par respect pour le tapis. Bon, c'était quand même un personnage. Oui, alors, écoute Roland, si tu peux encore, mettons, développer un peu sur le suivi de ta carrière, parce que bon, tu as fait judo, ensuite tu as quitté un petit peu le judo, plus ou moins, quoi. Tu es parti, disons, sur des autres activités, hein. On constate quand même que, bon là, il y a... Tu m'avais parlé concernant le sabre. Ouais, enfin, je te coupe 2 secondes, parce que j'ai toujours fait judo. Tu as toujours fait judo. J'ai toujours fait judo, et ça a été un plus. D'accord. Alors, je vais te dire pourquoi j'ai quitté le judo. C'est toujours été complémentaire, ouais. Ok. Quand j'arrivais à 3e dan de judo, comme j'étais professeur, je ne pouvais plus combattre. Un professeur, il ne s'entraîne plus comme un élève, tu sais. Ouais, bien sûr. Puis forcément, je prenais de l'âge aussi. Hein. Et puis après, il y avait les catégories de poids, tout ça. Puis, alors, je m'étais dit, du fait que j'avais été ami avec M. Duflo, eh ben, je vais monter une section d'aïkido. Donc, j'ai monté une section d'aïkido. Alors là, pour quelqu'un qui a déjà fait judo, un aikidoka, au niveau des grades, il passe beaucoup plus vite qu'un autre. Hein. Parce qu'il y a une similitude déjà. Il y a le contact, tu vois, hein, c'est bien. Et on m'avait dit aussi, tu vois, le judo, c'est un sport 1 contre 1. En aikido, c'est au minimum 1 contre 3. Au judo, les immobilisations, c'est au sol, mais sur le dos. Or, dans une vraie bagarre, 1 contre 1, dans une vraie bagarre, si tu as plusieurs adversaires, tu tiens quelqu'un le dos au sol, t'es foutu. Hein. Les autres, ils vont s'amener, vont te donner des coups de pied et tout ça. Hein. Et en plus, c'est facile aussi de se dégager quand t'es sur le dos. En aikido, t'es sur le ventre. Quand t'es sur le ventre avec un bras en clé, hein, enfin tu vois à peu près, tu ne peux plus rien faire. Tes pieds ne servent plus à rien, tes mains ne peuvent plus servir, de tête aller dans le tapis, tu ne bouges plus. Tu vois. Donc pour moi, c'était bien. Je me disais à mes élèves, vous débutez par judo, et ceux qui étaient plus âgés, vous pouvez commencer à faire aikido. C'est complémentaire en fait. Voilà. On revient aux sources. Hein. Voilà, tout à fait. Sources, hein. Judo, jiu-jitsu, aikido, alors, c'est des sources. Au début, j'ai fait de l'aïkido traditionnel. Tu vois, le vrai aikido qui existait à l'époque. Et à force de faire des stages du côté de Royan, tout ça, où tous les arts martiaux étaient groupés, j'ai vu un japonais qui s'appelle Hiromu Shizuki. Il faisait de l'aïkido, mais c'était pas tout à fait pareil. Il était un peu plus diversifié, bâton, nunchaku, naginata, tu vois. Bah, j'ai bien ça, tout dans la même méthode. T'sais. Si bien qu'il y a même eu des problèmes avec le judo, parce qu'une fois il avait fait un pare-soleil,
où il était marqué Yosekan Budo, tous les sports en un seul, tu vois. Hein? Et c'était un peu vrai. Bien sûr. Mais le judo, il n'avait pas aimé parce que. Hein, tu vois. Donc, ça, c'est en aparté. Et comme j'avais fait, je t'ai expliqué, l'ami de Monsieur Duflo, Skozanski, lui, il faisait karaté. Donc, je me suis mis aussi à dire si je pourrais peut-être monter une petite sélection de karaté. Voilà. J'ai débuté karaté, mais dans la méthode de Mochizuki. Alors, lui, Mochizuki me craignait parce que je faisais judo. Son aikido, ça marchait, mais après, il a pris le dessus parce qu'il a dit « Ah, Yol, tu veux faire karaté? Ah, on y va hein? Ah ouais, mais un judoka qui veut faire karaté, il veut toujours accrocher. Oui. Qu'est-ce que j'ai pris? Alors, il m'a fait mettre des gants. J'ai toppu des gants, de des oreillers. Tout ça pour que j'apprenne à faire les esquives et tout ça. Alors, c'est là qu'on voit, tu vois, chaque sport a des bons côtés puis des mauvais. Hein. Et moi, on ne pouvait pas dire, je continuais toujours judo, et puis je disais aux élèves, bon ben voilà, vous voulez faire quoi? Hein. J'ai même une anecdote d'une personne qui était venue, et j'avais commencé l'entraînement de judo, puis elle vient pour, j'ai deviné, elle était venue pour avoir des renseignements. Alors, je vais la trouver, je dis, vous voulez certainement des renseignements? Je dis, madame, elle dit, oui, je suis venue avec le fiston. Hein, je voudrais savoir. Alors, elle dit, moi je connais rien du tout. Elle dit, qu'est-ce que judo, aikido, karaté, yosekan, tout ça. Ben, je dis, écoutez, si c'est pour vous aussi vous voulez en faire? Elle dit, bah, pourquoi pas, hein, ça. Je dis, bon, bah, pour le petit fiston, moi je lui conseille de débuter par judo. Hein, mais pour vous, je vous conseille de faire yosekan. Elle dit, bah, c'est quoi yosekan? Qu'est-ce qui est plus facile? Elle dit, judo ou yosekan? Alors, écoute bien. Je dis, judo, c'est plus facile. Parce que, par exemple, vous voyez, ce mouvement que l'élève est en train de faire, là, il fait osotogari. Alors, je lui explique. Hein, voilà. Par contre, vous voyez, là-bas, ils sont en train de faire du yosekan budo. Alors, ce qu'il est en train de faire, voyez-vous, sur Ushilo Kubijime Katate Dori, il est en train de faire Ushilo... non, il est en train de faire... c'était par derrière, ouais. Sur Ushilo Kubijime Katate Dori, il fait Stukui Taoshi, tu sais. Hein, du fait que tu es pris par derrière, parce que Ushilo ça veut dire derrière, ouais. Kubijime c'est étranglement, hein, Ushilo Kubijime Katate Dori et étranglement était pris sur un bras. Donc là, le gars il devait se baisser pour soulever c'est Tsukui. Hein, hein. Alors la femme elle fait, oh, bah, je vais essayer judo aussi. Hein. Parce qu'elle a trouvé, j'ai tout plus long à faire avec le truc là. Hein. Et après l'autre anecdote, c'était un gars, il était venu. Et il voulait certainement des renseignements. Et puis je dis, ben, vous voulez des renseignements pour faire judo? Alors il dit, ben, vous me reconnaissez pas? Il dit, monsieur Yol. Ben, je dis, pourquoi t'as fait judo avec moi? Ben, il dit, oui, chez Casquette dans le temps, c'est dans la deuxième salle. Ah bon? Ben, je dis, alors, ah non, il dit, je veux plus en faire, mais c'est pour ma fiston. Puis surtout, c'est sa fiston, il dit, tu vois, monsieur Yol, c'est lui, ça a été mon professeur, hein, mais si tu t'envoies pas bien, il enlève ceinture, hein. Je gosse, il va traverser le salle et puis il y avoir une salle de ping-pong avant. Je gosse, il fait, moi je veux faire ping-pong. Il voulait plus faire judo. Actuellement, ça se passe encore comme ça dans certains ouais. On a gardé un petit peu, les anciens ont gardé un petit peu. Attention, on n'utilise plus la ceinture. Simplement, on n'utilise plus du tout la ceinture. Mais je veux dire que quand les vieilles écoles encore qui existent encore maintenant, où les enfants, ben, ils regardent un peu le professeur et puis on a gardé un petit peu ces principes de base, de respect des choses. T'as employé un mot qui est important, le respect. Oui. Parce que dans le code du judo, il y a tout, ce truc-là. Et moi, j'avais fait pour Mochizuki et pour les enfants un code. Hein, un code qui ressemblait à celui du judo. Mais j'ai disputé avec beaucoup de personnes parce que je voulais m'imposer à ce que ça soit respect en premier. D'après moi, quelqu'un qui est respectueux, il n'y a plus besoin de mettre le reste, politesse, tout ça. Bien sûr. Pour moi, hein. Maintenant, dans le mot respect, il y a tout. Hein. Il y a tout, hein. Forcément. Mais pour les gens qui venaient avec les enfants, quand ils regardaient le dojo, et puis ils regardaient les photos, puis qu'ils voyaient le code d'honneur en grand. Parce que moi, dans ma salle, il y a, t'as vu la fresque là. Hein. Alors déjà, mon comité, il ne voulait pas que je fasse un judoka avec une veste bleue.
hein, le portrait, parce qu'il y a en bleu. À l'époque, ça n'existait pas. Maintenant, on est venu en bleu pour une histoire de télé, tout ça, hein, pour distinguer le blanc et du bleu. Mais Kawashi, il était 10e dan de judo. Il était 10e dan d'aïkido. Il totalise, pas Kawashi, Jigoro Kano. Non. Minoru. Ouais. Moshizuki. Minoru Moshizuki. Ouais. Il totalisait 43 dan. Il était au maximum en judo, en aïkido, en karaté, puis en yai, tout ça, tu vois. C'est un lien direct avec Sergio Kano. Bah ouais, exactement. T'as une anecdote avec ça, quand t'as fait un stage là, et puis qu'il était là, Minoru, hein, ouais. Et sur un Jukatame qui t'a dit non. Ah ouais. C'est ça, faut raconter ça. Ah ouais, là j'étais fier. J'étais fier ce jour-là. Il y avait le Moshizuki, hein, qui à l'époque était 7e dan de Yosekan, là, et 3e dan de judo. Je suivais un stage, c'était à Meru, je crois. Et moi je suivais le stage. Puis d'un seul coup, il vient me trouver, Moshizuki. Et puis il dit, mon papa, il va venir. Alors son père, tu sais, celui qui totalisait, avec un autre japonais, un grand gradé aussi, mais inférieur au père. Hein. Alors j'ai dit, oh, ça va être bien. Alors on a volé chocotte. Hein. Puis le téléphone il sonne. Moshizuki, fils, il va au téléphone. Et après il raccroche, il vient me trouver, il dit, Roland. Parce que quand il voulait que je lui donne un service, j'étais au Roland. J'étais au plus Irol, tu sais. Et Roland, tu peux prendre un service, te fais l'échauffement. Et dis-moi, il y a la municipalité de Meru qui veut absolument me voir pour féliciter, tout ça, tu sais. Il dit, tu fais échauffement, et puis je reviens. Il dit, après je reviens. Hein. Ah bon. Mais il laisse son père, et puis l'autre gradé, assis là, tu sais, dans la salle. C'était pas une salle avec des spectateurs, mais eux, ils étaient là. Alors, bon, je commence l'échauffement, tu sais. Voilà. Il y avait des copains qui disaient, hey, Roland, arrête, elle est fatiguée, hein, tu sais. Mais en douce, hein. Et lui, je continue, puis d'un seul coup, je dis, il en revient pas. Bon, ben, je dis, on va commencer à faire un mouvement. Hein. Alors, je dis, bah voilà. Alors, je dis, voilà, on va faire comme ça, et je vais vous expliquer Tayotoshi. Alors, j'explique Tayotoshi, tout ça, dans le détail, je fais tomber le gars, puis j'enchaîne avec le Jikatame, hein, tu vois. Et puis, je tombe de dire, en face des deux grands japonais qui étaient là, une chose importante, c'est bien serrer les genoux. Tu sais, quand tu fais. L'autre, il se lève, celui qui était à côté du père. Il fait non, pas important. Et il fait. Père Moshizuki, il se lève, très important. Pardon, l'ambu est tout fier parce que je redis comme ça, alors le père là. Alors après, Moshizuki, fils, il est revenu, tout ça, puis je lui ai dit. Il dit, papa, tu sais, lui, il dit, quand c'est quelque chose comme ça, lui, c'est. Un orteil, c'est là, c'est pas là. Hein. Papa, c'est un technicien, c'est comme ça. Au sable, c'est pareil. T'étais en face de lui, il s'est déjà. Ah, et ça me fait penser que lui était strict, et j'ai fait un combat avec un oiseau. Pour mal faire, on tombe tous les deux au sol. Tu sais, parce qu'il m'avait fait tomber, mais il s'est buté, on s'est retrouvé au sol. Il se met sur le dos, je dis, bah là, je vais l'avoir. Je commence à placer une main, il me fait, c'est vous téléphonez. Il y a votre vie déjà offert à l'étranglement. C'est vous téléphonez, il m'a dit. Et c'est vrai. Et monsieur Oiseau est comme ça. Ouais. Ah ouais. C'est vous téléphonez. Et après tu es parti sur le sabre, je crois que tu es parti sur le... Ouais, c'est-à-dire que dans la méthode de maître Hiro Moshizuki, il y a les projections, comme en judo, ça n'a pas changé, mais les noms sont pas pareils. Et il y a le bâton long, le bâton court, il y a bâton long contre bâton court, il y a le nunchaku, il y a le sabre. Alors là, le sabre, je t'assure que pour un professeur, tu peux faire des centaines de cours. C'est incroyable la technique qu'il peut y avoir pour combattre au sabre. C'est incroyable. Et je me souviens d'une anecdote, tu peux me demander si je mens. J'avais suivi un stage d'Hervé en judo. Et il y avait, je ne sais plus son nom, hein, une ceinture blanc et rouge à l'époque. Tu te rappelles plus? Jean Baudot. Comment? Baudot. Baudot, ouais. Il fait un stage
au sabre, mais il débute par un boken, un sabre à bois. Mais un sabre à bois, il y a quand même un côté qu'on appelle tranchant, le king, hein, et puis un côté qui coupe pas, le miné. Hein. Et, moi j'étais dans les grades, hein, c'est pas possible, il casse un sabre à l'envers, le tranchant de son côté, tu sais, c'est pas possible. Alors je le dis à Hervé, il dit oh, c'est pas possible. Alors c'est bien qu'après, Hervé est certainement reconnu que c'est tout vrai. Hein, et... Alors j'ai dit à Hervé, en judo, il y a un kata avec des sabres. Qui mène au kata. Ouais. Et je dis, fais gaffe, je dis, parce que si tu veux prendre vraiment un katana c'est enfin, une imitation, hein, mais il y a un fourreau. Or, il y a beaucoup de judokas, quand ils prennent un boken, ils tiennent aussi bien au niveau du tranchant, hein, j'en coupe pas chez du bois. Bien sûr, hein, bien sûr. Je dis non, il faut faire voir que malgré que c'est en bois, il y a danger après quand tu vas passer de bois à un katana. Et quand du katana tu vas passer au vrai sabre, alors là c'est une catastrophe. Parce qu'un gars qui me dit qu'il s'est dégainé en 1 an, c'est pas vrai. Si il dégaine et puis il a seulement 6 mois de pratique, la première fois qu'il va dégainer, il y manque 4 doigts. C'est incroyable le danger que je peux avoir. Tu sais qu'un vrai sabre, hein, tu jettes mettons un foulard en l'air, te mets le tranchant, quand le foulard il va descendre, tu vas couper ta foulard, hein, sans frapper sur le foulard. Hein. Rien que le fait de le descendre. Ouais, j'avais déjà vu la fabrication d'un katana. Alors le fourreau, le sabre qui est dans le fourreau, au moment où tu tires le fourreau, que tu amènes ta main, attention, hein, pas que machin va me faire chier avec ta main devant, hein. Faut longer ton ventre hein, pour prendre, parce que l'autre il lit pas le journal non plus, je dis qu'à la face. Hein. Hein. Alors la première chose, tu as le fourreau, tu as la main qui s'amène comme ça, hop, tu prends avec 3 doigts, hein, là. Tu retires le fourreau vers l'arrière en même temps que tu sors le sabre. Si jamais tu n'as pas sorti le sabre assez loin, et puis que tu commences à tirer, le fourreau il est en bois. Tu as vu que je t'ai dit que le sabre est coupé là. Eh ben, alors tu vois, ça donne ça, ça. Le sabre il va couper le fourreau, sans problème, et qu'il n'y a plus de dos. Hein? Alors, j'ai expliqué tout ça à Hervé. Alors c'est bien qu'après Hervé, quand il faisait ses stages, alors il expliquait, même quand il y avait un boken, hein, il expliquait comment il fallait faire ça. Et tu sais, c'est pas facile hein, de faire ces 3 gestes en même temps. Tu vois? Parce que dans l'idée, moi c'était l'idée que je disais aux gars pour qu'ils aiment le sabre, c'est comme dans les westerns, tu sais. On attend que l'autre il sort sa revolver pour sortir le sien. Mais comme on est rapide, on tire avant. Tu vois? Et il ne faut pas que le canon de revolver il soit resté dans le fond. Hein? Ouais, parce que c'est mort, forcément. Et au niveau du sabre, c'est... Alors, on apprend au début avec un kenmousse, tu vois. Ça va pour la caméra, là? Ça, c'est en mousse. Hein? Là, c'est... Hein, ça nage quand même, tu vois. La longueur est toujours exacte. Ça, j'ai dit à mes élèves, c'est un sabre en bois, un boken, mais, tu vois, malgré que c'est du bois, essayez de faire un fourreau vous-même, un morceau de tuyau, là, hein. Donc, au moins, quand vous allez dégainer, n'allez pas mettre votre main sur la partie coupante. Et ensuite, ça vous permet de ramener le fourreau vers l'arrière, hop, et vous coupez. Là, ça c'est déjà. Alors après, c'est pas le tout, c'est que, je vais vite hein. Non, vas-y. Quand tu as coupé, si c'est un compas réel, il va y avoir du sang sur le sabre. Alors tu as 2 possibilités. Soit tu secoues le sabre comme ça, là, ou alors tu fais ça. Tu vois? Quand tu essuies tes mains, fais ça. Ouais. Ben, là tu fais tourner le sabre. Tout ça. Mais il faut toujours que le tranchant soit en bas. Hein. Et après, là, tous les élèves leur tiennent ça. Il y a ça. C'est pourquoi? C'est l'idée des Japonais. Tu as essuyé le sang, mais il reste une goutte au bout. Pour la faire tomber. Tu vois?
Tu vois, mais déjà, alors après, pour rengainer, hein, tu as plusieurs façons. Soit tu secoues et tu rengaines. Alors tu as ramené le fourreau, tu rengaines. Voilà, hein. Ou tu prends le sabre comme ça coupe pas, hein. Le tranchant est là. Tu prends le sabre comme ça et tu lances ton fourreau comme ça. Tu vois? Bah écoute, moi je suis en train de découvrir aussi. Hein. Alors t'as pas dit, alors t'as fini quel grade alors en judo, en aikido, en karaté, en sais quoi? Ouais, alors en judo j'ai fini 3e dan. Hein. En karaté 4e dan. En aiki, je t'ai dit comme du fait qu'il y a plusieurs choses. Hein. Alors j'ai fini 7e dan de Yosekan Budo, c'est-à-dire l'aïkido Yosekan. Hein. J'ai fini 8e dan de Yosekan Aiki. Hein, c'est déjà pas mal. Hein. Et 3e dan aikido traditionnel. Hein. Et ouais. Bien. C'est le premier 3e dan de la région. En plus, 3e dan de judo dans la région. Pas en judo. Et alors, après, si tu veux, par exemple, là je t'ai fait un cours de sabre, ça s'appelle le yai. Je suis 3e dan de yai. Tu vois? Eh bien Roland, écoute... C'est le seul professeur aussi qui a formé 2 7e dan, un en judo et un en karaté. En plus. Ah ouais, Idriss Saïd. Ah ouais. En plus. Ah. Écoute Roland, nous on te remercie énormément pour d'abord pour cette démonstration, ensuite pour tes explications, ce que tu nous as apporté au niveau judo, hein, parce que moi je suis quand même issu un peu de ta souche indirectement, hein, puisque je me souviens qu'il y a eu des époques où on venait s'entraîner à Wagny, parce que tu étais une sommité dans le Pas-de-Calais et tout, hein, donc on te remercie pour ça, et on voudrait que tu termines par cette fameuse maxime de Jigoro Kano. De Jigoro Kano, Ouais. et que tu donnes un petit peu une petite explication sur cette maxime, mais tout à fait sommaire, pourquoi tu aimes bien cette maxime. Ouais, c'est-à-dire que j'ai employé cette maxime-là dans un discours, parce que j'ai trouvé qu'elle était bien. Maître Jigoro Kano, qui est à l'origine du judo, hein, avait dit, si l'homme, attends que je cherche bien les mots, si l'effort de l'homme ne sert pas à la société, sa vie ne sert à rien. Et moi j'avais dit, j'espère que la mienne aura servi à quelque chose, je l'espère. Hein. Alors, les gens ils ont applaudi parce que il y en a beaucoup qui ne savent pas cette maxime de Jigoro Kano. Bien sûr, mais je la connaissais. Et moi je l'avais placée parce que c'était à la fin de mon discours, hein, pour pouvoir dire, j'espère que j'étais sur la bonne voie. Hein. Parce que déjà, la première chose qu'il faut dire aux gens, c'est, et malheureusement il y en a qui ne savent pas encore, une fois j'ai vu un gars qui était ceinture verte, je lui ai dit, ah bon, tu fais du judo? Je dis, au fait, qu'est-ce que ça veut dire judo? Je dis, parce que moi je ne m'y connais pas, hein. Il n'y a pas celui de me le dire. Hein, il ne sait pas juste ce que ça veut dire, et donc ce que ça veut dire. Hein. Alors, la voie de la souplesse, c'est incroyable. Un gars, il devrait déjà savoir ça. Tu vas t'inscrire... C'est la base. Bah ouais. Élémentaire. Bah oui. Écoute Roland, moi je te remercie énormément, hein, parce que, encore une fois, pour d'abord ce que tu as apporté et ce que tu apportes encore, hein, puisque à travers toi, on a la chance au niveau de la région Nord-Pas-de-Calais d'avoir Hervé, Hervé Yol, hein, qui est quand même un des responsables régionaux du kata. Et on comprend mieux maintenant que Hervé s'est spécialisé en Kimeno Kata, puisque avec les bases que tu lui as apportées, pour nous c'est extrêmement enrichissant. Et donc on te remercie énormément, et puis on essaiera de te garder de temps en temps, de t'inviter. Ça serait intéressant que dans un stage ou quelque chose, que tu puisses un peu venir un petit peu, ne serait-ce que démontrer cette histoire de sabre, qui est quand même quelque chose de très très important. Une chose que je n'ai pas dite encore, et qui m'a fait extrêmement plaisir dans ma carrière, c'est que la salle de judo porte mon nom. Voilà. Hein? C'est dommage qu'ils ont marqué salle Roland Yol. J'aurais préféré qu'ils marquent Dojo Roland Yol. Ouais. Parce que, tu vois pas, moi je fais pas de politique, mais en marquant le mot salle, ils peuvent me dire un beau jour, t'enlèves tes tamis, on va faire de l'accordéon. Tu vois, hein?
Moi, en marquant dojo, dojo c'est l'équivalent d'une église. Hein. Tu vas à une église, je sais pas comment faire exactement, c'est un temple. Du boogie-boogie, hein. Ouais. Tu vois. Bon, maintenant, je vais vous faire voir, avec Paul, la méthode Aikido. Mets-toi debout. Tu vois? Regardez la base. Tu tiens le poignet. Tu vois? Là. Tu tiens bien. Regarde. Là, je fais ça. Comme ça. Je prends la main. Je fais continuer. Je prends le pouce ici. Je passe par là. Ouais. Tu dis bonjour au monsieur. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Voilà. Bonjour. Alors, vous voyez, Bonjour. tout se base là-dessus. Les dégagements. Vous voyez, regardez, tu serres fort, hein, n'aie pas peur. Ouais, bah, tu vois pas les poignées que tu as déjà. Oh, il va dire que c'est mal fait. J'arrive pas à faire le tour. Te serre fort, vas-y. Vous voyez, j'ai une puce ici, ça me gratte. Tu serres, hein? Ouais. Ah, bah tu tiens, t'as pas déjeuné, je m'attache, c'est pas possible. Oh, ouais. Je peux pas tenir. Alors, j'explique à mes élèves, c'est comme au service militaire. Est-ce que vous savez faire le salut militaire? Alors, le salut militaire, c'est ça, hein? Tu tiens, hein? Là, vous poussez sur le pouce, s'il veut pas, je le casse. Hein? D'accord? Ensuite, je passe là-bas, je reviens là et là. Aïe. Par derrière, c'est pareil. Voilà, tu tiens les deux poignets. D'accord? Ouais. Tu tiens bien? Te serres fort? Hop, voilà. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais, hein, c'est bon là? Ouais, c'est bon, c'est bon. Merci Roland, c'est cool. J'ai un cours gratuit de 30 Mais francs. bon, mais cette couleur, c'est passé Ça aurait été 8 heures du gars, il aurait dit T'as 50. pas dit que mais cette couleur, c'est passé 3 fois. Ah ouais? Eh ben, Il y a que les dames que j'ai eu pour les coups. Mais cette couleur est 2-3 fois, je l'ai passé. Après, j'explique aussi une chose, tiens, regarde. Voilà. Je dis aux gens, vous savez, aller à l'église, c'est bien. Hein? Mais il faut avoir l'habitude de se mettre à genoux en touchant. oui, je te vois venir, Alors le gars, il prend là. Pas doucement, hein. Non, mais je vais aller tout doucement, parce que là, ça fait mal. Hein. Alors, pour empêcher l'adversaire de lâcher, on appuie sur ses doigts. Je connais ça, je connais. Comme ça, il va. Alors, voyez, maintenant, vous faites un cercle comme ça, là. Ah, oui. Là, je me suis. Assieds-toi là-bas. Ouais, merci Roland. Je connais celle-là. T'en regrettes pas d'être venu? Pas du tout, au contraire, merci. Merci bien. Bon, ben, ça fait 30 €. Merci bien, Roland. Voilà. Ah, puis j'ai la médaille, la grande médaille d'or, là, t'as vu, là? Ouais. En judo. Parce qu'il avait été oublié, hein. Ouais. Pendant au moins 30 ans, il n'y a pas eu une seule distinction, rien du tout. Rien. Même pas les deux. Et en France, il n'y en a que 200, combien il est marqué, là? 261. 275. 275 qui l'ont. Mais là, c'est pareil, hein, c'est les anciens qui ont été oubliés. Hein, parce que, Bien sûr, il y en a beaucoup. Hein. C'est moi qui ai un petit peu rectifié quand je suis rentré dans le système, qui Bien a sûr. pu avoir des médailles, mais Ça sinon va pendant plus de 30 ou 40 ans, il n'y avait pas une seule distinction. Bien sûr, c'est bien. Bon, mais je crois que... Paul Culture Judo, il va s'occuper de tout ça. Oui, attends, j'ai mis ça en place, tu vas voir. Bon, ben, je pense qu'on peut clore le... Moi, il y a un truc qui va pas dans les images, c'est au niveau des clés, si on peut les refaire. Parce que Non. Paul, il douillait un petit peu. Non. Bon, on fait boire un coup, papa, non? Ah bah oui. Ouais. Pour boire un petit apéritif, non? Oui. Ouais, il y a tout ce que tu voulais. Hein.